Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les top et flops du mois d'avril, début mai. Je dépasse un peu, plus ça va et plus c'est tard dans le mois. Pour info, j'ai pas assez de temps ce week-end pour vous filmer et monter tous les top et flops, donc aujourd'hui je vous parle de lecture et la semaine prochaine je vous parlerai de tout le reste. Donc mon bilan lecture de ces dernières semaines, on va dire, j'en ai 6 à vous présenter. Dont 2 en audiobook et j'ai 2 coups de cœur, ce sera les... Bonjour le soleil qui part. Ce sera les 2 derniers de la vidéo, juste parce que chronologiquement c'est les 2 derniers que j'ai lus. Alors je vais commencer par le premier qui s'appelle 7 Days in June, que j'ai lu en anglais mais qui est sorti en français il y a quelques mois, je crois en février 2025, et qui s'appelle de façon très originale 7 jours en juin. Donc voilà, ils ont gardé pour une fois un titre assez proche. Et il a été écrit par Tia Williams. Alors, sur celui-ci, on est sur une romance, quelque chose d'assez moderne. Elle est autrice de livres de littérature érotique à base de un vampire et une sorcière avec... elle en est à son 14e tome, enfin bref, quelque chose de un énorme succès, très populaire et tout. Lui aussi écrit des livres, et il se rencontre à une conférence où on reçoit des auteurs, et une conférence littéraire. Et ils se rencontrent, je mets des guillemets, lui il arrive dans la pièce et on comprend, tout le monde « Ah, qu'est-ce qu'il fait là, le célèbre Shane, nanana ?» Et on comprend que elle se dit « Oh là là, il est revenu !» Donc, qui se sont connus quand ils étaient jeunes, et on va avoir le déroulé un peu en flashback de maintenant et de qu'est-ce qui s'est passé quand ils étaient jeunes, cette fameuse semaine en juin de il y a 15 ans. Alors j'ai bien aimé, c'était une lecture assez agréable, c'était sympathique. J'étais plutôt contente de les retrouver quand je me remettais à lire, je l'ai lu assez vite, donc vraiment c'était quelque chose d'assez fluide, mais il y a des trucs, c'était pas parfait, c'est pas le truc méga coup de cœur et tout. Notamment, il y a une espèce de trope, je sais pas si vous voyez ce que c'est, les tropes, c'est un peu les clichés ou les stéréotypes de personnages. Elle a une fille de 12 ans, et la petite fille de 12 ans est plus mature que tous les adultes, elle donne des conseils de vie, des conseils presque comme un psy, et ça c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir vu pas mal dans des films ou dans des séries, et ça me gêne un peu. J'arrive pas à expliquer exactement pourquoi, mais je suis pas très à l'aise avec ce cliché. Et là il y a clairement ça, donc ça m'embête un peu. Il y a d'autres petits détails par-ci par-là où bon bah c'est un peu cliché aussi, mais je vous dis, la lecture était sympathique. Après, c'est pas dans les commentaires là, I absolutely loved it, ou c'est fantastique et tout, ça a eu beaucoup de succès manifestement. Bon, c'est sympa, mais pas non plus cœur. Ensuite, en audiobook, j'ai écouté Herland en anglais, ou Herland en français, c'est le même titre dans les 2 langues. C'est un classique, on va dire, de la littérature féministe, salut soleil. Et son originalité par rapport à ce que je lis d'habitude, c'est qu'il a été écrit en 1915, donc il y a 120 ans. Et le pitch de l'histoire, moi je le trouve trop bien, c'est 3 explorateurs américains qui partent à la découverte de territoires, et un jour, par hasard, ils tombent sur tiens, il paraît que ce territoire là-bas, derrière la montagne, il n'y a que des femmes. Et donc ils reviennent l'année d'après pour explorer ce pays où il n'y a que des femmes, donc qui s'appelle Herland. Et ils sont 3, c'est 3 hommes, il y en a un qui est plutôt très misogyne, il y en a un qui est à fond tout de suite, il trouve que tout ce qu'elles font c'est génial, et le 3e qui est un peu entre les deux. Et donc on va voir leurs réactions par rapport à ce pays des femmes, leurs interrogations, comment elles éduquent les enfants, comment elles organisent le travail, des choses comme ça. Et par leurs questions, on voit ce que eux ont l'habitude de faire, ou de voir, ou d'avoir, par rapport à ce qui est là, et ce qui est incroyable, c'est que ça résonne tout à fait avec 2025 en fait. Il y a des choses par rapport au mariage, par rapport aux stéréotypes de genre, par rapport aux femmes qui sont vieilles, par rapport à plein de choses, et évidemment il y a des choses encore plus clichés que ce serait aujourd'hui, mais par exemple, c'est comment on vous protège si vous n'êtes pas des femmes faibles, etc., enfin bon bref, plein de clichés, mais en gardant en tête que c'est de 1915, c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça assez incroyable comme lecture. L'audiobook était bien, mais je pense que je vais quand même me l'acheter en livre écrit, enfin en livre papier, parce que j'aimerais bien relire certains trucs, me poser, peut-être souligner des passages qui m'ont vraiment marqué, et il y a quand même beaucoup le côté 1915 dans la façade
la vision du mariage ou la vision de la maternité, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais il faut garder juste ça en tête, et franchement c'était trop bien. J'ai pas dit l'autrice, c'est Charlotte Perkins Gilman, qui a aussi écrit d'autres choses qui, je sais, sont un peu des classiques de la littérature américaine, notamment La Chambre au papier peint jaune, que j'ai pas encore lu, mais qui a l'air très intéressant, et je pense que je lirai un de ces jours, mais celui-ci, trop bien. Et je sais pas du tout la traduction française, s'il y en a parmi vous qui l'ont lu en français, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la version française. Ensuite, j'ai lu une BD qui s'appelle Nos poils, avec le S, il y a un petit effet de, ça peut être nos noms et nos les nôtres, Nos poils, de Lily Sohn. Je ne la connaissais pas, cette illustratrice, mais apparemment elle est française, donc je sais pas comment se prononce son nom de famille, si c'est Sohn ou Zone. C'est une exploration de sa relation avec ses poils, donc de je m'épile pas, je déteins, je rase, qu'est-ce que je fais, pourquoi pas, avec... Ça creuse un peu plus large, évidemment. Elle parle aussi d'expériences d'autres femmes, elle parle un petit peu de qu'est-ce que c'est le poil, comment c'est fait chimiquement et tout ça, il y a des statistiques. J'aime beaucoup, je vais essayer de vous montrer une page pour vous montrer le style de dessin, parce que moi c'est le style de dessin que j'aime vraiment. C'est très naïf, c'est très simple. Moi j'adore ce genre de dessin, je trouve ça hyper facile à lire. Et c'est assez drôle aussi, il y a des scènes notamment où elle est chez l'esthéticienne, ou des scènes de couple, ou des choses voilà, dont elle parle, qui sont très drôles. J'aime beaucoup tous les visuels aussi, ce vert fluo avec le rose fluo, je trouve que ça va très bien, et j'ai passé un très bon moment. Et il se trouve que, un peu par hasard, sur le même thème, peut-être 1 ou 2 semaines après, je suis allée voir un podcast à soi. Ça fait très longtemps que j'en avais pas écouté d'épisode, et en remontant un tout petit peu, il y a un épisode qui s'appelle Le sens du poil, sur l'épilation, et qui est le parfait complément. En lisant ça, à la fin, j'avais la sensation qu'il me manquait un petit peu quelque chose, et en fait, dans l'épisode de podcast, c'est tout ce qui me manquait, en fait, j'ai l'impression, le contexte, le côté où ça peut être une rébellion, et pourquoi, et comment, vraiment analyser un petit peu plus. Là, c'est plus un témoignage, et le podcast, c'est plus une analyse, mais franchement, le podcast, j'ai trop envie de le réécouter, de prendre plein de notes, parce que c'était absolument fascinant, et moi, c'est un sujet que je trouve hyper important, hyper intéressant. Ça fait des années que je m'y intéresse aussi. Je sais qu'il y a plein d'autres livres sur le sujet. Si vous en avez lu et que vous avez un avis, n'hésitez pas à nous partager. Bref, très bonne lecture. Je repasse au roman. J'ai lu en anglais, j'ai écouté plutôt en anglais, un roman qui s'appelle Living Time de Jodi Picoult, et en français, c'est La tristesse des éléphants. Et celui-ci, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un méga coup de cœur, parce que j'ai beaucoup aimé genre les 4/5e, et la toute dernière partie, je trouvais ça un peu, pas décevant, mais voilà, pas à la hauteur de tout le reste, de à quel point j'avais aimé tout le reste. Donc pour La tristesse des éléphants, on part avec Jenna, qui a 13 ans, et Jenna, sa mère a disparu quand elle avait 3 ans, et elle ne sait pas du tout si elle est morte, si elle l'a abandonnée, si il lui est arrivé quelque chose et qu'elle n'a pas pu revenir. Donc on est avec cette adolescente et ses interrogations. Pour avoir quelques réponses, elle va voir une médium qui s'appelle Serenity, et elle croise aussi le chemin d'un des flics qui avait enquêté sur la disparition de sa mère à l'époque, 10 ans avant, qui s'appelle Virgile. Et ils vont faire une espèce de triangle d'enquêteurs, ils vont chercher des indices, des réponses, voilà, ils vont fouiller un peu ce qui s'est passé ce soir-là, en revoyant peut-être ce qu'ils ont fait à l'époque, qu'ils auraient pas dû faire, les impasses où ils sont pas allés chercher plus loin et tout ça, pour comprendre. Et ça s'appelle La tristesse des éléphants parce que la mère, qui a donc disparu, était en doctorat, elle étudiait les éléphants, et elle était en train d'écrire une thèse sur le deuil chez les éléphants. Et donc ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'il y a plein de chapitres, en fait les chapitres sont... il y a des chapitres où c'est Jenna qui parle, des chapitres où c'est Serenity, d'autres où c'est Virgile, et d'autres où c'est Alice, la mère. Et les chapitres où Alice parle, beaucoup, c'est sur les comportements des éléphants, et l'autrice dit bien à la fin que c'est que des choses sourcées qu'elle a vues dans des études ou dans des reportages ou dans des choses, donc il n'y a rien d'imaginé. Et c'est incroyable,
côté la mémoire, les comportements, la douceur, l'entraide, le côté matriarche qui accompagne toute la vie. Enfin, c'est vraiment trop bien. Si vous êtes un tout petit peu curieuse des animaux, je pense que vous allez aimer. Et puis après, il y a la dernière partie, voilà, qui est moins mon truc, mais ça valait le coup. Je suis quand même contente de l'avoir lu pour toute la première partie qui m'a complètement emportée. Donc c'est vraiment beaucoup de choses sur les éléphants avec un petit fond d'intrigue, d'enquête, mais pas enquête policière hyper rapide et tout. C'est vraiment cette petite fille qui se pose plein de questions sur ses parents. Et Jodi Picoult, j'en ai beaucoup entendu parler, je sais que j'ai une copine qui adore ses livres, c'est le premier que je lisais. Je sais pas si vous en avez lu d'autres, n'hésitez pas à me les conseiller en commentaire. Ensuite, nous arrivons déjà à mes 2 coups de cœur incroyables. Le premier, c'est The Sleep Revolution de Arianna Huffington. Alors celui-ci, génial. Malheureusement, énorme malheureusement, il n'est plus édité en français. Je sais qu'il l'a été. J'en ai parlé sur Instagram, et du coup, dans la légende, j'ai dit, il est plus édité, mais il est peut-être trouvable sur Vinted. J'avais regardé vite fait, et j'avais trouvé un exemplaire en français sur Vinted, mais en réfléchissant après, je me suis dit, mais sûrement en bibliothèque ou en audiobook, il doit être disponible. En gros, comment je peux le résumer donc Arianna Huffington, c'est une des fondatrices du Huffington Post, donc c'est une grande businesswoman aux États-Unis. Elle est grecque à la base, mais elle vit aux États-Unis. Et un jour, elle a commencé à sentir qu'elle brûlait la chandelle par les deux bouts et à s'intéresser au sommeil et à ses bienfaits. Elle nous parle de l'histoire de pourquoi on dort moins qu'avant, comment on valorise, ou en tout cas c'est valorisé par la société de peu dormir. Elle montre plein d'exemples de chefs d'entreprise très connus, ou comme Edison, celui qui a inventé l'électricité, ou des présidents américains, ou des gens, des célébrités, voilà, qui disent mais moi je dors que 3 heures par nuit. En gros, dormir c'est perdre du temps, c'est pour les losers et tout ça, et comment ça valorise le fait de brûler son sommeil. Et ensuite, elle explique tous les bienfaits du sommeil, mais pas que, genre, faut dormir 12 heures et c'est ça qui est bien. Elle parle aussi de vraiment plein de recherches sur les effets sur la mémoire, sur la santé, sur la faim, sur les changements d'humeur, sur les maladies quand on est plus vieux, sur, je vais certainement oublier plein de trucs, sur la performance aussi, sur la rapidité de réflexion, enfin, plein de trucs. Et elle parle aussi d'initiatives qui ont été mises en place, notamment dans certaines écoles ou universités, par exemple retarder l'heure de départ des cours, parce que notamment pour les adolescents, on a besoin de plus de sommeil à cet âge-là, donc dormir un peu plus c'est important. Donc il y a plein d'écoles qui, au lieu de 8 heures, ont mis des cours à partir de 9 heures. Il y a plein d'hôtels qui ont axé leur com sur ici vous dormez bien, il n'y a pas de bruit, on a fait des meubles spéciaux qui favorisent le sommeil, etc. Elle donne aussi des astuces de ce que elle a mis en place pour essayer de mieux trouver le sommeil. Elle parle aussi de ses filles, de leur expérience avec tout ça. Et donc c'est pas un il faut dormir tant, c'est beaucoup trouver votre rythme à vous, mais il y a une analyse un peu plus large que ça, un peu sociétale, qui est hyper intéressante. Il faut juste retenir que tout ce qu'elle propose, ce dont elle parle, etc., ça vient d'une femme très riche, américaine, qui a clairement les moyens de tester plein de choses dans le monde entier, parce qu'elle voyage beaucoup pour son travail, et donc les hôtels qu'elle recommande, forcément, c'est pas des Ibis, il y a plein de choses, voilà, qu'elle peut mettre en place parce qu'elle peut se le permettre, qui sont pas à la portée de tout le monde, mais ça fait quand même vachement réfléchir à la valeur du sommeil et à la valeur qu'on ne lui donne pas forcément. Moi j'ai trouvé ça trop bien, donc si vous le trouvez en français, n'hésitez pas à me dire où, comme ça je l'ajouterai en barre d'infos. Dans les thèmes abordés vite fait, il y a aussi le jet lag, les rêves, les siestes, le sommeil au travail, enfin il y a plein de choses. C'est assez costaud, hein, c'est un bon pavé, mais je l'ai dévoré. Et j'ai surligné tellement de trucs que je veux revoir, et à la fin, il y a au moins... je sais pas, 25 ou 30 pages de... En fait, à chaque fois qu'il y a une note, elle met un petit 1, et après, elle dans les notes à la fin, elle vous dit c'est dans tel article et tout, donc en fait, vous pouvez aussi aller lire plein d'autres choses, plein d'études qui ont été faites dans le monde entier, trop bien. Et enfin, le dernier, je ne l'ai pas parce que je l'ai déjà prêté, mais c'est Ascendant Beauf de Rose Lamy, que j'adore depuis moult années, que je la suis sur les réseaux sociaux. Vraiment, son compte Instagram, c'est un de ceux pour lequel je pense que tant qu'elle est là, je resterai sur Instagram, parce qu'il y a trop de
trop bien, trop intéressant son contenu. Donc son compte Instagram, si vous ne connaissez pas, c'est Préparez-vous pour la bagarre. Elle a sorti déjà 2 essais. Le premier, c'était Défaire le discours sexiste dans les médias, que je vous conseille vivement si vous en avez lu aucun. C'est peut-être... je sais pas si c'est le mieux, mais il est très bien. Le deuxième, c'est En bon père de famille, où elle regarde cette notion qui était dans la loi jusqu'à il y a pas si longtemps, de respecter votre logement en bon père de famille. Or, le père de famille, on peut le voir avec toutes les violences intrafamiliales pas qu'on découvre, mais dont on parle un petit peu plus aujourd'hui dans les médias, que c'est pas forcément l'exemple à suivre. Et là, elle examine la figure de le beauf, donc son livre s'appelle Ascendant beauf, et elle part de son expérience personnelle, mais aussi de plein d'études. Elle analyse un peu plein de choses sur le beauf. Déjà, c'est qui? On connaît tous l'expression « ah, ça fait beauf de faire ça », etc. Mais c'est qui? C'est quelle représentation, par exemple, au cinéma? C'est quelle chanson? C'est... voilà, qu'est-ce qui est beauf? Et pourquoi c'est vu comme une figure un peu de rejet de ah non, faut pas être comme ça, et comment elle l'a vécu, comment elle a compris qu'elle appartenait, elle se dit beauf, et qu'est-ce qu'elle en a fait, et elle le relie aussi à quelque chose que moi j'avais jamais du tout vu ou conscientisé ou analysé. Elle le relie à la politique en fait, en disant que très souvent le beauf il est aussi présenté comme sexiste, raciste, plutôt extrême droite. Elle parle beaucoup de capital culturel, des références, qu'est-ce qui est beauf et qui ne le devient plus. Par exemple, elle parle de la chanson de La Rousseau, Tu m'oublieras, qui, reprise par Juliette Armanet, devient une grande chanson géniale, alors que quand c'est La Rousseau qui la chante, tout le monde la chante au 2e degré, et enfin pas tout le monde, beaucoup la chantent au 2e degré en se moquant, et en fait, voilà, le pont entre les deux. Ouais, il est trop bien. Ça fait réfléchir à ses propres biais, aux biais de la société. C'est utile, c'est le genre de livre, moi, après lesquels j'ai l'impression que ma façon de réfléchir est altérée, parce que elle m'a, comme si elle m'avait ouvert une petite case dans la tête avec ah oui, clouc, ça a fait des trucs. Donc vraiment, je ne peux que vous le conseiller. Et en plus, je suis très contente pour elle, parce que visiblement, les ventes marchent plutôt bien, donc ça me fait toujours plaisir. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour tout ce que j'ai regardé, documentaires, autres podcasts et tout, et puis un tout petit peu couture, tricot. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis see you next week, bye!